À la une de l'actualité sur Bossolo Télévision, démonstration des forces politiques sur les boulevards Sendwe et Triomphal à Kinshasa. Des milliers de militants de l'UDPS et de l'Union sacrée de la nation ont battu les pavés pour soutenir les sanctions américaines contre l'ancien président de la République Joseph Kabila. Une marche marquée par des chants, slogans et forte mobilisation populaire avec un point de chute au Palais du Peuple où Augustin Kabouya a appelé Washington à renforcer ses mesures. Augustin Kabouya a invité l'administration Trump à aller loin et capturer celui qu'ils appellent ennemi du peuple congolais. Leur demande a été contenue dans un mémorandum déposé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique ce lundi 4 mai 2026. Plus d'1 million de candidats ont entamé ce lundi les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2026. Au total, 1 789 665 finalistes, dont près de 45% des filles réparties dans plus de 3000 centres à travers le pays et à l'étranger prennent part à cette étape décisive. Le lancement officiel a lieu à Kinshasa sous la supervision de la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, qui salue une organisation maîtrisée sur l'ensemble du territoire national. Une édition marquée par une hausse du nombre de candidats, symbole selon les autorités de la résilience du système éducatif congolais. La ministre a également appelé les élèves à la discipline, à l'intégrité et à la sérénité, en particulier ces évoluant dans les zones en proie à l'insécurité. Et au Mali, c'est un tournant sécuritaire dans le nord du pays. Les forces armées maliennes et leurs alliés russes se sont retirés du camp stratégique de Tessalite, désormais sous contrôle des rebelles du Front de libération de l'Azawad. Selon plusieurs sources, aucune confrontation directe n'a été enregistrée, les troupes ayant quitté les lieux avant l'arrivée des insurgés. Cette avancée rebelle intervient après une série d'attaques coordonnées meurtrières à travers le pays, ayant fait plusieurs victimes, dont le ministre de la Défense Sadio Kamara. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Je vous retrouve pour le développement de tout ceci. En direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien branchés sur Bossolo Télévision. Bienvenue dans cette édition du journal. On l'ouvre par cette information telle qu'annoncée dans le sommaire. L'Union pour la démocratie et les progrès social UDPS a organisé ce lundi 5 avril 2026 une marche de soutien aux sanctions visant l'ancien président Joseph Kabila Kabange, annoncée par les trésors américains le week-end dernier. Lors de cette activité politique de grande envergure, qui a connu la participation de plusieurs formations politiques, membres de l'Union sacrée de la nation, plateforme au président de la République, Augustin Kabouya a appelé Donald Trump à durcir les décisions à l'encontre de Joseph Kabila. Hamzat Kongolo et Prince Ngoli. Sur le boulevard Sendwe et Triomphal, une marée humaine a déferlé dans la capitale congolaise dans une ambiance de forte ferveur militante. Drapés de t-shirts, poulous et chemises aux couleurs de leur parti, des centaines de milliers de militants de l'UDPS et d'autres formations membres de l'Union sacrée ont investi les rues de Kinshasa pour une mobilisation d'envergure. Organisée par l'UDPS, cette marche visait à exprimer un soutien aux sanctions américaines prises par l'administration de Donald Trump contre l'ancien président Joseph Kabila. Ce dernier est accusé par Washington d'être impliqué dans les dynamiques d'instabilité persistante dans l'est de la RDC. Dans une atmosphère rythmée par chants, danses et slogans, les manifestants ont transformé les artères de la capitale en une véritable démonstration de force politique. Arrivé au Palais du Peuple, point de chute de la manifestation, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a lancé un appel aux autorités américaines, les exhortant à aller plus loin dans les mesures prises contre les acteurs présumés de l'instabilité en RDC. La décision prise par les autorités américaines sont salvatrices pour le peuple congolais. Nous demandons au président américain d'aller encore plus loin, jusqu'à réclamer même l'arrestation de Joseph Kabila. Dans la même dynamique, Betty Chamala, du parti Autre Vision du Congo AVC, a salué les sanctions prises par les trésors américains, estimant qu'elles constituent un signal fort dans la lutte contre les forces déstabilisatrices du pays. Nous sommes très satisfaits. Il faut qu'on comprenne qu'au Congo, l'impunité doit cesser. Le nombre de personnes que vous avez vues, c'est la satisfaction de tout un peuple par rapport à cela. À l'issue d'un bref meeting tenu au siège du pouvoir législatif, une délégation composée des responsables politiques de l'Union sacrée s'est rendue à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
Sur place, un mémorandum a été déposé traduisant officiellement le soutien de ces partis aux sanctions et aux initiatives internationales en faveur de la stabilisation de l'Est du pays. Toujours en politique, à travers une conférence de presse organisée samedi 2 mai 2026 à Kinshasa par la synergie des notables et associations du Grand Kasaï, son président national Denis Kambaï a salué les avancées enregistrées sous la gouvernance du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'espace Grand Kasaï, tout en réclamant des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés des détournements des deniers destinés au projet de développement dans cette région de Grand Kasaï. Suivez ce reportage avec Edouard Chama sur les images de Gretien Gaïmé. Face aux journalistes, la coordination des notables du Grand Kasaï, conduite par son président Denis Kambaï Tshilombo, a dans une communication tenue samedi au siège national de la synergie des notables et associations du Grand Kasaï, reconnu plusieurs progrès réalisés dans cette partie du pays, tout en dénonçant les pratiques des mauvaises gestions qui freinent encore les développements. Je tiens à rappeler que c'est la première fois que le Congo est Congo, que l'espace du Grand Kasaï est aujourd'hui bénéficiaire des universités. Donc il y a des choses qui se font dans l'espace du Grand Kasaï. Ne pas reconnaître ça, ça sera tout simplement de la méchanceté. C'est pour cela, au nom de toute la notabilité de l'espace du Grand Kasaï, nous devrions dire merci au chef. Il était temps que nous puissions lancer un appel solennel à son Excellence, Monsieur le Président de la République, avec beaucoup de respect, pour qu'au niveau du Conseil des ministres, que le ministre de la Justice soit instruit, la mise en place d'une commission d'enquête et de poursuite par rapport à la situation que nous voyons sur le terrain. La coordination est montée au créneau contre l'opposant Jean-Marc Kabound. Lors de cette rencontre à Kinshasa, Denis Kambaï a dénoncé des propos jugés méchants sur les projets visant les infrastructures universitaires à Kananga et à Mbujimaï. Il a exigé le retrait de ces propos et des excuses publiques. Si vous voulez anéantir un peuple, ne l'envoyez pas à l'école. Le message de la base, c'est de demander à notre frère Jean-Marc de retirer ses propos. Denis Kambaï a insisté sur l'importance de l'éducation pour le développement de cette région et estimant que ces infrastructures universitaires constituent un tournant historique pour la jeunesse kassaïenne appelée à se former sur place plutôt que d'émigrer vers d'autres provinces. Par ailleurs, le président de la SINAGEC a pointé des dysfonctionnements dans l'exécution de certains projets, évoquant des cas de détournement et de mauvaise gestion. Il a appelé à la mise en place d'une commission d'enquête et à des poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de ces malversations. Et le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, vient de boucler une tournée stratégique au Botswana, en Namibie et en Zambie. Objectif, passer des discours à une coopération militaire de terrain. Équipe mixte avec Gaborone, renforcement des expertises au profit des FARDC, partenariat structuré avec Windhoek et Lusaka. Au-delà de rencontres officielles, le ministre de la Défense nationale a visité également des usines d'armement, 2 états-majors ainsi que des hôpitaux militaires. Kinshasa, pour cette fois-ci, attend obtenir les résultats concrets en vue de renforcer la sécurisation de l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage. La République démocratique du Congo accélère sa diplomatie de défense en Afrique australe. Les vice-premiers ministres en charge de la défense, Guy Kabombo Mwadiamvita, ont entamé une tournée stratégique visant à transformer des relations bilatérales en partenariat militaire concret avec 3 États clés, les Botswana, la Namibie et la Zambie. Objectif affiché, bâtir une coopération opérationnelle capable de répondre aux défis sécuritaires persistants, notamment dans la partie est de la République. À Gaborone, les échanges avec Moeti Mouassa ont débouché sur une avancée majeure. Les priorités est d'accompagner la réforme de FARDC grâce à l'expertise botswanaise. Les 2 parties ont également convenu d'instaurer un mécanisme permanent de concertation. Les ministres congolais ont par ailleurs rendu hommage à Ketumile Massiré pour son rôle déterminant dans les dialogues intercongolais ayant conduit à l'accord de Sun City. À Windhoek, la RDC et la Namibie ont affiché une convergence des vues sur les enjeux sécuritaires régionaux.
Aux côtés de Franck Kapofi, le message de Kinshasa s'est voulu clair, transformer les liens historiques en un partenariat stratégique structuré. Une vision partagée par la partie namibienne qui plaide pour une coopération durable fondée sur la confiance et orientée vers la stabilité régionale. La République démocratique du Congo compte sur l'appui, la compréhension et la solidarité des pays amis. La République démocratique du Congo souhaite poser les bases d'un véritable partenariat militaire fondé sur la confiance, la consultation et l'identification progressive des domaines concrets de coopération. Sur plusieurs pistes possibles, notamment les mécanismes de concertation régulière, la formation militaire et le renforcement des capacités, des échanges d'expériences en matière d'organisation des forces, de discipline et de montée en puissance institutionnelle. Dernière étape à Lusaka, où l'accueil réservé par Ambroise Luigi Lufuma a illustré la solidité des relations entre les deux pays. Les discussions ont permis de réaffirmer une ambition commune, dépasser le simple voisinage pour bâtir une coopération militaire robuste. La Zambie a renouvelé son soutien aux efforts de la RDC pour restaurer la paix et préserver son intégrité territoriale. Au-delà des échanges diplomatiques, cette tournée s'est distinguée par une approche pragmatique marquée par la visite d'infrastructures stratégiques. Industrie du diamant et état-major au Botswana, usine de communication militaire en Namibie, ainsi qu'hôpital militaire, service national et installation industrielle en Zambie. Et nous l'avions mentionné au sommaire, le coup d'envoi des épreuves de dissertation a été donné ce lundi sur toute l'étendue du territoire national, marquant ainsi le début des évaluations certificatives ou la hors-session de l'examen d'État édition 2026 pour la ville de Kinshasa. C'est la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Malou, qui a donné les goûts ce lundi 4 mai au complexe scolaire Les Loupio dans un climat de discipline et de sérénité. Ces épreuves lancées constituent ainsi une étape déterminante dans le parcours des élèves finalistes 10 secondaires appelés désormais à entamer prochainement l'enseignement supérieur et universitaire. On écoute le premier mot de la patronne de l'Éducation nationale lors du lancement de ces épreuves dans cet extrait choisi pour vous par Esther Yamoumé. Nous voici réunis pour le lancement officiel de la 59e édition de l'examen d'État qui s'ouvre par l'épreuve de dissertation et se poursuivra avec les autres épreuves de la hors-session. Je salue à cette occasion la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place l'éducation au cœur de la construction nationale. Pour cette 59e édition, l'examen d'État accueille 1 79 675 candidats. Ces chiffres disent l'ampleur de notre système éducatif. Ils disent aussi la responsabilité de l'État. Garantir à chaque candidat les mêmes exigences de sérieux, de justice et de transparence. Chers candidates et candidats, votre présence témoigne de votre engagement et de votre détermination. Je pense particulièrement aux élèves vivant dans les zones affectées par les conflits, les déplacements et les crises. En vous présentant ces épreuves, malgré l'adversité, vous affirmiez une chose essentielle. L'éducation doit rester debout, partout et pour tous. L'examen d'État demeure un repère national. Il consacre les efforts accomplis et ouvre la voie vers l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, l'emploi, l'innovation et le service à la nation. Sur ce, je déclare officiellement lancées les épreuves de la hors-session de la 59e édition de l'examen d'État. À toutes et à tous, je souhaite plein succès. Et dans la province éducationnelle Lomami 1, plus de 14 000 finalistes ont entamé ce lundi cette étape décisive de leur parcours scolaire avec l'épreuve de la dissertation. Répartis dans 69 centres d'examen à travers la province, ces candidats ont affronté une série d'épreuves déterminantes dans un dispositif placé sous haute surveillance et encadré par les autorités éducatives. Depuis Cabinda, retrouvons Samuel Bouachikitengi, notre correspondant. Dès les premières heures de la matinée,
le lycée Tuvuleni de Cabinda est pris d'assaut par des centaines de finalistes. Visage concentré, documents en main, ces élèves s'apprêtent à franchir une étape cruciale de leur parcours scolaire, les épreuves hors session de l'Exeta 2026. Le lancement officiel de ces épreuves dans la province éducationnelle Lomami 1 est présidé par le gouverneur de province, Ironvan Kalombo Moussoko, en présence des autorités éducatives et politico-administratives. Dans son mot de bienvenue, l'inspectrice principale provinciale, Jeanne-Françoise Massika Kasumirwaki, dresse l'état des lieux. La province éducationnelle de Lomami 1 a inscrit 14 035 candidats, encore indécis, dont 4 550 filles. Discipline, rigueur et tolérance zéro face aux antivaleurs. Le message est clair. Les encadreurs sont également appelés à garantir un déroulement sans faille des épreuves. Procédant au lancement officiel, le gouverneur de province rend hommage au chef de l'État pour ses efforts dans les secteurs éducatifs. Mes hommages les plus déférents et mérités à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation nationale son véritable cheval de bataille. Par sa vision éclairée et son engagement constant, notre système éducatif connaît des avancées significatives, offrant ainsi à notre jeunesse une éducation gratuite, équitable et tournée vers un avenir meilleur. Pour cette première journée, des finalistes affrontent l'épreuve de dissertation, une entrée en matière décisive qui donne les tons de toute la session. Après la cérémonie, le gouverneur procède à la remise symbolique des items d'examen avant d'effectuer une ronde dans plusieurs centres pour s'assurer de bonnes conditions de passation et encourager les candidats. Les candidats poursuivront avec l'oral de français et d'anglais avant la défense des rapports des stages et les épreuves pratiques dans les prochains jours. Et dans la province de Mai-Ndombe, les épreuves hors session et exercices 2025-2026 ont été aussi lancées à Koutou, chef-lieu de la province éducationnelle de Mai-Ndombe 3. La tradition a été respectée où 10 732 candidats des cycles courts et longs, dont 4 990 filles contre 518 ont aussi affronté cette évaluation de 4 jours. Blaise Mabala depuis Inongo. À Koutou, chef-lieu du territoire portant le même nom, l'administrateur intermédiaire du territoire a procédé au lancement solennel du début des épreuves hors session édition 2025-2026. Prenant parole, le directeur de la province éducationnelle Mai-Ndombe 3 a invité les candidats à bannir la peur car la crainte constitue un obstacle pour la réussite et surtout la réussite de tout un chacun dépendra de la manière qu'il s'est préparé durant les 6 ans sur les bancs de l'école. Faire preuve de votre maturité, de votre compétence, c'est ce qui va maintenant sanctionner la fin de votre cycle en 4e année des humanités. Je vous exhorte également de pouvoir être sûr de vous-même et faire confiance également à vous-même. N'attendez pas que les bonnes choses soient à l'extérieur. Donnez-vous une devise qu'à la fin de cette année, moi aussi je serai parmi les lauréats. Dans son mot technique adressé aux impétrants, l'inspecteur principal provincial a fait savoir à ces derniers que la dissertation n'est rien d'autre que la rédaction où plusieurs exercices ont été assimilés en classe. La dissertation que vous allez présenter, c'est un exercice que vous avez toujours fait avec vos enseignants en classe. C'est de la rédaction qu'on arrive à la dissertation. Je ne vois pas ce qui va être difficile pour vous. Faites comme vous l'avez toujours fait avec vos professeurs. Ne craignez rien. Reprenez que ce qui peut vous permettre de faire un bon travail. L'administrateur intermédiaire du territoire de Koutou a exhorté aux candidats de mettre du sérieux pour le déroulement de ces évaluations. Nous que vous voyez là devant vous, d'ici quelques années, nous allons vous céder ce siège. C'est vous qui allez nous remplacer. Donc, travaillez de façon à mériter la confiance que nous plaçons en vous. La province éducationnelle Mai-Ndombe 3 enregistre pour cette année 10 732 candidats de cycles courts et longs, dont 5 812 garçons et 4 920 filles réparties dans 10 sous-divisions et 10 poules d'inspection secondaire et primaire, où 3 centres dans les chefs-lieux du territoire ont été visités par les organisateurs et certains éclaircissements ont été apportés aux candidats pour le bon déroulement de ces évaluations. À Kinshasa, l'Assemblée générale ordinaire de l'UMCA RDC s'est tenue du 28 au 30 avril 2026. L'objectif était d'évaluer les actions passées et renforcer la gouvernance au service de la jeunesse congolaise. Reportage.
C'est au siège national de l'UMK RDC que se sont ouverts les travaux de l'Assemblée générale ordinaire 2025 sous le thème « Ensemble pour une gouvernance efficace et un impact durable au service de la jeunesse et des communautés ». Durant 2 jours, soit du 28 au 30, les participants ont eu des échanges fructueux avec différents panélistes. Présidé par le président national et représentant légal Mundu Feti Bati, en présence des délégués du ministère de la Justice ainsi que de la jeunesse et de l'éveil patriotique, ces assises ont permis aux participants des 24 provinces présents dans la salle à canaliser leurs réflexions sur le développement. Lors de la clôture, le président national est revenu sur quelques décisions prises au cours de ces assises. Nous avions eu toutes les provinces ici sur place, sauf les 2 provinces du Nord et du Sud Kivu, qui nous adressons nos sentiments les meilleurs, parce que là, ils sont dans les situations qui se trouvent, ils ne sont pas venus, mais les 14 autres provinces sont arrivées. Et nous avons débattu de toutes les questions concernant le fonctionnement de l'association. Et il y a des recommandations qui ont été faites à tout le niveau. Bien entendu, nous avions eu quelques problèmes lors de l'année 2025 et nous avions trouvé des solutions aujourd'hui. Étant donné que l'Assemblée générale, c'est l'organe suprême de l'association, et l'Assemblée générale a décidé. Et nous avons pris ces résolutions-là. Entre autres, nous avons pris des radiations pour quelques membres qui ne se sont pas bien comportés lors de l'année 2025. Le président national a également salué les efforts du chef de l'État en faveur du développement de la jeunesse avant de rappeler le caractère philanthropique de cette organisation. Plusieurs autorités politico-administratives ont pris part à cette rencontre, témoignant ainsi de l'importance de l'UMK RDC dans l'encadrement de la jeunesse en République démocratique du Congo. À l'issue des travaux, Mundu Feti Bati a émis le vœu de voir les recommandations formulées être mises en œuvre pour garantir le bon fonctionnement de l'organisation. En date du 1er mai, du côté Transco a lancé la vente numérique des tickets d'accès au bus de l'établissement, une avancée majeure à inscrire parmi les réalisations du mandat du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le 2e dépôt de cet établissement situé à l'unité 18e rue dans la ville de Kinshasa qui a servi de cadre à cet événement historique. Commentaire d'Esther Yamoumé sur les images de Roublé Bamba. La date du 1er mai 2026 restera gravée en lettres d'or dans l'histoire de l'établissement public de transport au Congo. Elle marque la cérémonie officielle lançant la vente numérique de tickets d'accès au bus de l'établissement, une avancée majeure à inscrire parmi les réalisations du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est le 2e dépôt de cet établissement, situé à l'unité 18e rue, dans la ville de Kinshasa, qui a servi de cadre à cet événement historique. Prenant la parole devant plusieurs personnalités venues témoigner de l'événement, le directeur général de cette société de transport, Jérémy Kilubu Matondo, a salué une journée historique dans la vie de Transco, 13 ans après sa création. Pour lui, la billetterie numérique, longtemps annoncée comme un simple projet, devient aujourd'hui réalité. Qui va lui demander de mettre juste son mot de passe et il valide le ticket et passe. Voilà, le ticket vient de s'imprimer. Ah, pour les délits, c'est passé. De son côté, Kente Kanapiro, secrétaire général au transport et représentant personnel de Jean-Pierre Bemba empêché, a reconnu les difficultés auxquelles Transco et ses agents font face. Il a toutefois rassuré quant à la volonté du gouvernement d'y apporter des solutions, notamment à travers la régulation progressive de subventions économiques, sociales et culturelles. Il convient enfin de rappeler que cette cérémonie s'est déroulée en présence de représentants du directeur de cabinet du président de la République, du gouverneur de Kinshasa, du président du conseil d'administration ainsi que de membres du conseil, 2 agents, cadres et délégués syndicaux de Transco. Et à l'occasion de la Journée internationale du travail, le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, en collaboration avec le réseau des producteurs agricoles familiaux de Kinshasa, a marqué l'événement dans une ambiance festive. Si ces organisations saluent les avancées liées au respect de la loi OHADA, elles dénoncent néanmoins les difficultés persistantes liées à l'accès et à la sécurisation de leurs espaces de travail. Suivez.
C'est dans une ambiance festive que le Centre national d'appui au développement et à la participation populaire, en complicité avec le réseau des producteurs agricoles familiaux de Kinshasa, a célébré la fête du travail. L'événement a rassemblé les acteurs du secteur autour des questions de structuration et de défense des intérêts des producteurs agricoles de la capitale. À cette occasion, les organisateurs se sont dit satisfaits du respect de la loi OHADA, laquelle impose désormais que toutes les organisations évoluent sous forme de sociétés coopératives. Une avancée jugée importante dans le processus de la formalisation et d'encadrement des activités agricoles. Mais au-delà de cette satisfaction, un cri d'alarme a été lancé par les producteurs agricoles. Ces derniers dénoncent les cas d'expoliation et d'occupation de leur espace de travail, devenu un véritable casse-tête qui fragilise les activités au quotidien. Nos producteurs agricoles, maraîchers et éleveurs, regroupés au sein de nos organisations, nous saisissons cette opportunité nous offerte pour faire entendre nos voix auprès des autorités nationales, pour présenter nos doléances en rapport aux différentes tracasseries et problèmes qui nous empêchent de bien évoluer. Dans les revendications, il appelle l'État congolais à s'impliquer davantage en prenant les dossiers après les corps. Il plaide notamment pour la mise à disposition d'espaces appropriés aux sociétés coopératives, ainsi que pour la sécurisation de ces sites par l'octroi des documents juridiques officiels garantissant leur exploitation. Au nom de la jeunesse, j'en appelle à la conscience de tous les jeunes du Congo. L'agriculture est le secteur clé qui peut conduire notre pays au développement. C'est avec l'argent de la terre que nous faisons étudier nos enfants. Revêtissons nos champs. L'avenir du Congo s'y trouve. Je suis la preuve. Selon le producteur, cette problématique constitue un frein majeur à la productivité en raison du manque criant des sites et d'espaces de travail adaptés. Une situation qui, disent-ils, nécessite une réponse urgente des autorités pour permettre au secteur agricole de jouer pleinement son rôle dans l'économie locale. Et à l'occasion de la célébration de la Journée nationale du travail le 1er mai 2026, la Fondation GRAM a organisé dans la salle Saint-Raphaël une masterclass afin de démontrer comment 100 $ peuvent financer un projet entrepreneurial. Au cours de cette cérémonie, une cagnotte de 1 200 $ a été ouverte pour financer 12 projets réalisables avec 100 $. Commentaire rendu par Julia Kamonia sur les images de Fiston Mohamed. Le 1er mai 2026, la Fondation GRAM a organisé une masterclass sur comment entreprendre avec 100 $ et a financé 22 meilleurs projets réalisables avec 100 $. La dite conférence a eu lieu dans la salle Saint-Raphaël et a accueilli plus de 150 participants à l'occasion de la Journée nationale du travail. Julie Suelemanika, présidente de la Fondation GRAM, a encouragé les participants à s'élancer dans l'entrepreneuriat, non seulement pour lutter contre la précarité, mais également pour défier les chômages par la création des emplois directs et indirects. La présidente de la Fondation GRAM a clairement démontré comment 100 $ peuvent financer un projet entrepreneurial. L'organisation de cette activité, c'était d'abord les outiller sur comment entreprendre, présenter les différentes opportunités entrepreneuriales qu'il y a ici à Kinshasa précisément, mais également leur donner le moyen de se lancer dans cette activité. Raison pour laquelle au cours de cette masterclass, nous avons échangé sur les différentes activités entrepreneuriales. Nous avons donné des exemples des activités qu'on peut faire avec 100 $ et nous avons enrichi ces exemples avec des calculs qui permettent au fait aux porteurs de projets de commencer cette activité. Les bénéficiaires n'ont pas manqué d'étarir d'éloges à cette initiative. On a gagné 100 $, pour j'ai gagné un prix de 100 $. Cela va me permettre de maximiser les recettes de production de jus de pastèque. Très important pour ma vie nabiso. J'ai la joie d'avoir remporté ces prix grâce à mon projet que j'ai proposé aux organisateurs. Mais je suis venue et puis
j'ai remporté le plus grâce à projet la Kisiba. Pour rappel, la Fondation Grâce à ma mère est une association philanthropique qui fait la promotion de l'autonomisation des femmes et jeunes filles par la réinsertion socio-économique et le renforcement des capacités professionnelles. Le directeur général adjoint de l'Agence congolaise de grands travaux, Jean-Claude Mido Mbouete, a effectué une mission d'inspection sur la RN1 tronçon Bujimaï-Ngouba le week-end dernier. L'objectif, évaluer l'avancement des travaux de modernisation des RN1. Edouard Chama signe ce reportage. D'ici fin 2027, l'Agence congolaise des grands travaux devra rendre opérationnels les 850 km de la route nationale numéro 1 qui vont de Mbujimaï au Kasaï oriental à Ngouba au Lualaba. Dans le but d'évaluer ces travaux qu'exécutent 6 entreprises distinctes, le directeur général adjoint de la CGT, Jean-Claude Mido Mbouete, vient de les parcourir. Arrivé à Kamina le 28 avril 2026 avec une délégation de la présidence de la République, le DGA de la CGT a visité en premier l'usine de captage d'eau construite dans le cadre du programme sino-congolais. Inspectant la route, le DGA s'est rendu compte que sur la section Kamina-Kabondo-Luena, l'entreprise poursuit les travaux de mise en place de la couche de base en matériaux concassés 031 et à cela s'ajoutent les travaux d'imprégnation à l'émulsion de bitume ainsi que la pose d'enduits bicouches et monocouches. Beaucoup plus loin, entre le PK10 et le PK45, la deuxième phase du lot 4, dont les travaux ont démarré au mois d'avril, vont bientôt atteindre le village Kishiku au PK45. Du côté de la section Lumba-Mongo-Kamina, les premiers 12 km présentent déjà un niveau d'avancement appréciable. Les différentes couches de la chaussée ont été mises en place, les travaux d'assainissement réalisés et la monocouche appliquée. Poursuivant sa mission, la délégation a parcouru le tronçon Kanyama-Mweneditu, un segment stratégique du projet. Sur ce linéaire, le DGA a pu constater l'évolution progressive des travaux, notamment les opérations de terrassement, de mise en forme de la plateforme, ainsi que des travaux de drainage qui sont exécutés sur plusieurs sections. Dans l'espace Grand Kasaï, assisté des équipes de la direction provinciale locale, Jean-Claude Mido Mbouete a parcouru ce lundi 4 mai les 8 km de la traversée de la route nationale numéro 1 dans la ville de Mbujimaï qui passe à 4 voies. La RN1 est un des projets phares de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, du moins jusqu'à la fin 2027. Nous comptons en tout cas livrer cet ouvrage. À ce jour, près de 90% des obstacles majeurs ont été levés sur cette traversée où 44 personnes ont déjà été indemnisées sur un total de 98 personnes concernées. Ce tronçon devrait recevoir sa couche de roulement d'ici le 15 mai prochain. Et avant de poursuivre avec ce journal, prenons d'abord ces communiqués, avis au public. La succession du fait Monsieur Bemba Tambundila Ndongala, raison décédé le 20 décembre 2024, porte à la connaissance du public ce qui suit. La parcelle numéro 4556 du plan cadastral de la commune de Barumbu, située au croisement des avenues Kabassele Chamala, ex-Flambeau et Cadastre, quartier Ndolo, Bon Marché, parcelle dans laquelle est établi le club Cheta 2 dans la ville de Kinshasa constitue à ce jour un bien successoral. Il a été constaté qu'un réseau mafieux agissant avec la complicité de certaines autorités multiplie des manœuvres illicites et infractionnelles pour déposséder la succession de ces biens. À cet effet, plusieurs procédures judiciaires sont actuellement en cours devant les instances compétentes, notamment sous RC 130.952 de la TGI Gombe et RCA 41584/RP 39.719 de la Cour d'appel de Kinshasa Gombe. En conséquence, la succession informe l'opinion publique que la dite parcelle n'est absolument pas à vendre ou à hypothéquer. Elle appelle à la plus grande vigilance et met en garde toute personne qui tenterait de s'engager dans une quelconque transaction concernant ces biens. Elle se réserve le droit de traduire en justice quiconque acheteur, intermédiaire ou complice participerait à cette tentative de spoliation, ainsi faite à Kinshasa depuis le 16 avril 2026 pour la succession Bemba Sie Bemba Ndeki Aleko, liquidateur, qui impose sa signature au bas de ses communiqués.
Et c'est par ici que se clôture cette édition du journal coordonné par Guillaume Aziko, réalisé par Héritier Mutumbu. Chrétien Gayeme assuré sa prise de vie. Quant à moi, je vous dis merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous demain à partir de 9h avec Julia Kamoina. D'ici là, portez-vous bien.